Bien, nous allons donc commencer. Alors bonjour à tous, je vous souhaite également une bonne année 2020 à ceux pour qui je n'en ai pas eu l'occasion. Bienvenue à notre webinaire sur l'optimisation conceptuelle à travers Tosca, l'outil de Dassault Systèmes. Alors, hop, allons-y. Donc, vous êtes maintenant au courant, ça fait à peu près un an que on travaille sur ces webinaires à raison d'environ 2 webinaires par mois, le mardi de 11h30 à midi. Donc c'est un rendez-vous qui va se perpétrer en 2020 et qui va continuer à traiter des produits de simulation, de design et de system engineering. Alors, on vous le rappelle, hein, vous êtes les bienvenus pour vous faire vos suggestions de sujets sur ce qui vous intéresse pour qu'on puisse répondre à vos attentes. On vous invite également à aller faire un tour sur la partie simulation du site de Keonis. Vous avez quelques pages qui sont complètement intégrées et complètement dédiées à la simulation, et vous pourrez y trouver des choses utiles comme des articles sur vos logiciels préférés et quelques tutoriaux pour avancer sur votre pratique. Vous y trouverez également les récapitulatifs des webinaires pour ceux que vous n'auriez malheureusement pas pu voir. Allez, allons-y. Le sujet d'aujourd'hui est l'optimisation avec Tosca, et on va commencer par faire un petit rappel sur l'enjeu de l'optimisation avant de voir ce que la solution Tosca peut vous apporter en fonction des différents cas qui vous concernent. Enfin, nous passerons quelques minutes sur les avantages spécifiques de la solution, notamment par rapport aux problèmes que vous pouvez rencontrer. Allez, c'est parti. Enjeu de l'optimisation, alors la première chose en fait qui va nous intéresser, c'est finalement le cycle de la conception. Alors pourquoi? Parce que la grosse difficulté, c'est que lorsque vous partez d'une conception, vous partez de votre savoir-faire, d'un cahier des charges, et le concepteur va construire une pièce avec son expérience, avec son savoir-faire, et cette pièce-là, eh bien, il va falloir ensuite la valider avec le bureau de calcul. Alors, ça signifie souvent que entre la première conception et la pièce qui va être validée par le bureau de calcul, il va y avoir un certain nombre d'allers-retours jusqu'à ce que la pièce soit bien définie avant de pouvoir être construite et de pouvoir procéder au test. Il y a d'autant plus d'allers-retours que c'est une nouvelle pièce, qu'on cherche des nouveaux matériaux, etc. Et donc, toutes ces nouveautés, tous ces allers-retours vont avoir des conséquences qui vont être de l'allongement de la mise en production, mais aussi de la monopolisation de ressources, des coûts d'échange, éventuellement des besoins en matériel si on a besoin de faire plusieurs prototypes. Donc tout ça coûte cher et il est nécessaire aujourd'hui de les éviter. Encore plus qu'hier. Alors, dans le cadre de la compétition, du coup, une procédure consiste à modifier le cycle de conception. Alors pour ça, on va changer de paradigme en plaçant l'optimisation en amont de la conception. Alors comment ça marche? L'idée, c'est que au lieu de partir d'une pièce complètement préconstruite et qu'on va optimiser par la suite, on va plutôt partir de l'espace de conception admissible, c'est-à-dire de l'espace qui est disponible pour construire la pièce. Et puis, on va définir le cahier des charges, à savoir les points de jonction avec les autres pièces, ce que la pièce doit supporter, éventuellement des contraintes de fabrication. Et donc, on va remplir comme ça un cahier des charges numérique autour duquel on va faire tourner notre optimisation qui va ensuite générer une nouvelle pièce, une nouvelle conception complètement construite par l'optimisation. Alors ça, c'est ce qui va nous permettre d'obtenir des pièces le plus innovantes possible et qui, en plus de ça, a priori, vont être capables de respecter tout de suite la validation numérique puisqu'elles ont été conçues en tenant compte de la simulation. Alors, ce nouveau paradigme ne signifie pas du tout que le concepteur disparaît de la chaîne. Simplement, il ne va plus avoir le même rôle. Là où avant il construisait la pièce à partir de son expérience, et bien cette fois-ci son rôle va être d'interpréter le résultat de l'optimisation, de le finaliser pour en faire quelque chose de
constructible, d'efficace pour la suite, en rajoutant effectivement toute son expérience et tout son savoir-faire qui reste indispensable à la bonne marche de l'entreprise. En amont de cette conception, eh bien, l'optimisation devient une nouvelle source, une source d'innovation. Elle va vous permettre de construire des pièces auxquelles vous n'auriez pas pensé parce que ça ne correspond pas aux usages qui ont été développés dans l'industrie avant. Donc, on va pouvoir construire de nouvelles pièces, ok, mais encore faut-il qu'elles soient fiables. Alors, la qualité des solutions qui vont être trouvées par les différents logiciels d'optimisation que vous pouvez utiliser va dépendre de plusieurs choses. D'une part, puisque c'est un problème d'optimisation, ça va dépendre directement du choix de l'objectif et des contraintes de conception. Ça va orienter le problème et donc les solutions qui vont être trouvées. Ça dépend également de la robustesse des algorithmes d'optimisation. Tous les solvers ne se valent pas et là-dessus, Tosca est très avancé avec des solutions non linéaires importantes. Et ça dépend également des logiciels, des solvers éléments finis que vous utilisez, puisque justement Tosca va être couplé, notamment avec Abacus, pour pouvoir résoudre des problèmes avancés. Donc tous ces éléments-là vont constituer un des prérequis pour que vous alliez le plus loin possible dans ce que peut vous donner l'optimisation. Alors la solution Tosca, eh bien, ce n'est pas seulement une méthode. En fait, quand on parle d'optimisation conceptuelle, on pense souvent à l'optimisation topologique, qui est aujourd'hui la plus connue, mais Tosca vous propose également d'autres méthodes d'optimisation qui sont adressées à d'autres familles de problèmes. Alors vous avez, en plus de l'optimisation topologique, on a ce qu'on appelle l'optimisation BED, qui signifie en fait estampage. On verra après dans le détail à quoi ça correspond, et de l'optimisation fluide. Ces trois optimisations, on peut les ranger dans une famille qu'on appellerait l'optimisation d'innovation, c'est-à-dire qu'on part d'une pièce, d'un espace de conception, et qu'on va construire quelque chose de nouveau qui ne ressemble plus tout à fait à ce qu'on avait à l'origine. Et puis on a aussi de l'optimisation de shape, où on va s'intéresser à la forme extérieure de notre pièce, ou de l'optimisation de sizing, qui travaillent sur l'épaisseur des tôles, et qui vont servir finalement plutôt à faire maturer des concepts déjà existants. On va maintenant rentrer plus dans le détail de chacune de ces optimisations pour en montrer les points forts et les avantages que ça peut présenter pour vous au quotidien. Alors l'optimisation topologique, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec cette technique, ça consiste à retirer des éléments de l'espace de conception. Alors retirer avec des guillemets parce que en fait, ce qu'on va faire, c'est associer à ces éléments une pseudo-densité qu'on va faire tendre vers zéro, ce qui va annuler, si vous voulez, la capacité à l'élément à absorber des efforts, et donc ça va modifier le chemin d'effort à l'intérieur de cette pièce. Dès lors qu'on modifie le chemin d'effort, eh bien, on voit qu'il y a des éléments, une partie de la matière qui ne travaille plus, et donc si on respecte les contraintes, par exemple de résistance, eh bien, cela va nous permettre de concevoir un nouveau design épuré avec souvent des formes organiques. Donc vous avez quelques exemples ici de ce que ça peut donner. Donc ici c'est un exemple très basique, on va dire. On va fixer les conditions limites. On va imposer un chargement. Ce sont souvent des zones qui sont gelées, c'est-à-dire que évidemment on ne va pas aller grignoter la matière dans ces endroits-là, mais qui vont nous servir de base puisque c'est la connexion avec le reste du modèle pour construire ensuite notre modèle épuré qu'on a à la fin. Voici un exemple un peu plus industriel sur une vraie pièce. Alors on voit que cette fois-ci on part d'un design qui est déjà bien avancé et que le résultat à la fin, certes il est différent, il est très différent, mais il est quand même pas aussi différent que notre poutre organique obtenue juste avant. C'est normal, plus vous partez d'une solution qui est très définie, moins vous avez de degrés de liberté pour avoir une solution très différente.
Je voudrais également qu'on passe un peu de temps à regarder la pièce obtenue par l'optimisation topologique. On voit que entre ça et la pièce reconstruite, il y a un travail qui a été fait. Et bien, c'est justement le travail d'interprétation du concepteur dont je parlais tout à l'heure et qui est très important. Un deuxième point que je voudrais souligner, c'est qu'on voit bien que les dentelures, par exemple, qui sont dans les deux modèles réels, n'apparaissent pas dans le modèle numérique. Oui, parce que cette zone-là, finalement, on est obligé de la conserver, c'est un aspect fonctionnel de notre pièce, et donc, puisque de toute façon, on ne va pas y toucher, eh bien, on n'a pas nécessairement besoin de le représenter dans le modèle numérique. Donc là aussi, il y a une manière de penser les modèles pour en faire quelque chose d'efficace et obtenir le meilleur résultat possible. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'optimisation topologique. Je vais continuer sur l'optimisation de shape, donc de forme, optimisation non paramétrique chez Tosca, c'est-à-dire que cette fois-ci, on va s'occuper des nœuds qui sont en frontière de notre pièce, au niveau de la surface, et on va les autoriser à bouger pour modifier le contour, la surface extérieure de cette pièce. Alors, pourquoi faire ça? Eh bien, tout simplement pour essayer de lisser les contraintes et de faire disparaître les concentrations de contraintes qui nuisent à la durée de vie de nos pièces. Donc ça, c'est une problématique importante, notamment lorsque vous allez être soumis à des chargements cycliques, et donc qui peuvent nous intéresser particulièrement. Alors, il y a plusieurs méthodes pour ce genre de choses. Si on travaillait sur une optimisation paramétrique, on aurait tendance, par exemple, à travailler sur la valeur du paramètre que constitue le rayon du congé. Donc ça, c'est le premier type d'approche. On pourrait avoir une approche dite de morphing, où on va transformer un cercle en une forme elliptique, donc un petit peu plus souple, qui va déjà permettre d'avoir des solutions un petit peu différentes. Mais globalement, on reste sur des formes très simples. Et puis, on a ce que fait Tosca, c'est-à-dire une optimisation libre, où les nœuds peuvent se déplacer, alors pas comme ils veulent, on peut introduire des restrictions, mais globalement, qui ont une grande liberté, et qui vont permettre d'obtenir des formes moins usuelles, moins prédictives, avec l'intuition humaine. Alors, bien sûr, en déplaçant les nœuds, on va déformer le maillage. Alors, déformer le maillage, ça a un impact sur les solutions de calcul éléments finis. Or, Tosca s'appuie sur des calculs éléments finis. Donc, il faut qu'on maintienne un bon niveau de qualité. Et pour ça, eh bien, Tosca utilise des méthodes de lissage de maillage qu'on peut paramétrer, de façon, justement, vous le voyez sur la droite, à ce que eh bien, les mailles conservent une certaine régularité et des formes de qualité pour obtenir des résultats à la hauteur de l'enjeu de l'optimisation. Alors pourquoi montrer la shape juste après la topologie? Eh bien très simplement parce que ce sont souvent des méthodes qu'on va faire fonctionner ensemble. D'abord, on commence souvent par une première pièce qu'on souhaite optimiser, par exemple pour perdre de la masse, pour des contraintes écologiques ou économiques, voire les deux. Et puis, au cours de cette optimisation, on obtient une nouvelle forme, donc organique. On a un travail de reconstruction, d'interprétation qui va permettre d'obtenir vraiment une pièce finalisée telle qu'il le faut, avec les critères de design et les critères de faisabilité que connaissent bien les concepteurs. Simplement, lorsqu'on va passer ce nouveau modèle à la validation numérique, eh bien, on peut voir apparaître ici des concentrations de contraintes, ces concentrations de contraintes pouvant représenter un danger pour la vie de notre pièce. Et donc, on va à ce moment-là passer une deuxième étape qui est l'optimisation de forme, qui va nous permettre justement de faire disparaître ces pics de contraintes et donc d'améliorer ainsi la qualité et la durée de vie de notre pièce. Voilà le lien entre ces deux optimisations. Alors, on peut évidemment faire du shape sans faire de topologie et de la topologie sans faire du shape. Simplement, voilà, on peut aussi coupler les deux pour aller encore plus loin dans l'optimisation. On va maintenant parler de l'optimisation PID, qui est quelque chose de beaucoup moins connu et qui va s'intéresser en fait à la création de motifs d'estampage sur des structures minces. Il s'agit ici de structures minces dont on souhaite augmenter la raideur, par exemple pour décaler les fréquences propres. Et
pour laquelle on n'a pas tellement de choix parce que la pièce est mince, donc on n'a pas la possibilité de créer finalement beaucoup d'énervures parce que ça peut être gênant. On peut pas faire de trous dans la pièce parce que ça correspond pas à l'usage qu'on va en avoir. Donc une utilisation, c'est justement cette technologie d'estampage. Alors, voici un exemple de ce que ça peut donner sur un cas de coque. Et vous voyez en bas les valeurs des fréquences qui commencent à... Alors les fréquences basses sont en bas et les fréquences hautes sont en haut, et on voit avant, après, la modification que ces estampages peuvent permettre de donner à nos nouvelles pièces. L'optimisation suivante, et la dernière optimisation de Tosca Structure, c'est de l'optimisation de type sizing. Alors la première utilisation consiste à déterminer l'épaisseur optimale des coques. En fait, vous êtes sur globalement des applications de type tôle ondulée que vous allez plaquer sur une structure. Et vous voulez, par exemple, en réduire la masse. Réduire la masse, certes, mais diminuer également, mais tout en conservant, bien sûr, l'intégrité de votre structure par rapport à vos cas de charge. Donc l'idée, cette fois-ci, c'est qu'on va considérer tous les éléments de coque de votre modèle, en considérer l'épaisseur, et les faire varier de façon à maintenir l'intégrité tout en minimisant la masse. Voici un exemple où on va diminuer justement cette masse de 15%. Simplement, dans la vraie vie, il est évident que vous n'allez pas choisir une épaisseur par élément de coque, parce que c'est absolument irréalisable en termes de construction correcte. En pratique, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va utiliser plusieurs tôles et qu'on va dire par zone géographique. Et donc, ces tôles-là, eh bien, Tosca Sizing le prend en compte avec une notion de clustering, c'est-à-dire qu'il est possible d'associer à un groupe la même épaisseur. Donc ça, c'est l'idée que vous connaissez déjà votre forme générale, votre dispositif, et donc vous savez comment vous allez déposer vos tôles les unes ensemble. Et donc, vous allez, du coup, minimiser directement cette épaisseur de tôle. Donc ça, c'est une première chose qui est indispensable. La deuxième chose qui est également extrêmement importante, c'est que dans la vraie vie, vous n'avez pas une infinité de tôles disponibles. Vous avez des épaisseurs qui sont connues, qui sont référencées, qui sont cataloguées. Eh bien, dans Tosca Sizing, vous avez cette possibilité, c'est-à-dire de décrire un catalogue dans lequel il va aller piocher pour ne vous proposer que des solutions fabricables. Voilà ce que vous permet cette technique d'optimisation. Le sizing s'applique également à des treillis avec des poutres de section circulaire, donc des tubes par exemple, dont on est capable de modifier l'épaisseur. Alors ça permet de faire une optimisation là aussi pour des structures de type treillis. Ça peut être par exemple un châssis de voiture. Et donc on va travailler là-dessus. Alors vous avez une comparaison entre ce que ça peut donner. Donc là il y a un effet d'échelle sur les poutres pour expliquer la différence entre l'initial et l'optimized design. Mais on voit bien effectivement que du coup, tous les tubes n'ont pas nécessairement à avoir la même épaisseur, et que ça peut nous permettre de gagner pas mal de masse. Et surtout, on voit ici qu'on peut aussi diminuer le déplacement de la structure avec ce genre de jeu. Voilà un petit peu tout ce qui est possible avec Tosca Structure, sachant que à ces possibilités générales s'ajoutent bien sûr des contraintes de fabrication et des restrictions géométriques. Donc, par exemple, bien entendu, vous pouvez geler une partie du sous-domaine, c'est-à-dire que certaines parties ne doivent pas être soumises à l'optimisation, vous voulez les garder, donc c'est impératif de pouvoir le préciser. Vous pouvez définir des tailles de membrure minimales ou maximales, et vous avez bien sûr des contraintes de fabrication telles que du démoulage, de l'estampage, de la fabrication additive. Vous pouvez imaginer des contraintes d'étanchéité parce que vous ne souhaitez pas que, par exemple, en topologie, vous fassiez des trous dans votre structure. Vous voulez vraiment conserver un bloc. Et bien sûr, combiner un certain nombre de ces restrictions en ajoutant des conditions de symétrie, etc., pour être le plus fidèle à votre processus de fabrication. Là encore, il faut que l'interprétation par votre concepteur soit le plus facile et le plus rapide possible, de façon à avoir quelque chose de très efficace.
Une autre solution qui est pas nécessairement très connue, c'est l'optimisation fluide. Alors l'objectif de l'optimisation fluide, qu'on inclut dans Tosca, c'est de diminuer les pertes de charge. On va ainsi en fait éviter les recirculations à l'intérieur de l'écoulement en supprimant les zones mortes, les zones de recirculation, on le voit ici, par un algorithme de sédimentation qui va faire comme si on remplissait cette cavité et du coup ça devient une paroi et donc on change la forme du tube de champ, ce qui va nous permettre derrière d'éviter des pertes et d'avoir un flot beaucoup plus homogène. Donc voilà un petit peu ce que ça donne là-dessus. Alors, Tosca Fluid, on en parle un petit peu moins. Il se couple aujourd'hui avec StarCCM Plus et Fluent, qui sont des solutions concurrentes. Et il sera bientôt en place, en couplage avec la solution Fluid Mechanics, avec le rôle, Fluid Mechanics Analyst de la 3D Experience. Voilà, donc ça, ça devrait, on espère, bientôt arriver pour que vous puissiez l'utiliser au maximum. Alors, quelques cerises sur le gâteau qui font que Tosca reste vraiment un outil incontournable dans les problèmes d'optimisation. C'est d'abord la prise en compte des non-linéarités. Non-linéarité géométrique, non-linéarité matérielle, mais surtout les problèmes de contact. Le fait de prendre en compte le contact comme étant un vrai contact et donc éviter de le modéliser avec du collage, comme une méthode de taille par exemple, eh bien ça va modifier la répartition des efforts pour quelque chose de beaucoup plus réaliste. Et donc ça va vous permettre d'avoir une optimisation qui va vous servir à quelque chose et sans doute d'éviter quelques tests de prototypes qui vont échouer parce que la conception a une erreur de modélisation initiale. Donc voilà, les non-linéarités, c'est vraiment important pour tenir compte des problèmes physiques auxquels vous êtes confrontés réellement. Deuxième élément important, Tosca est aujourd'hui intégré dans Abacus CAE, c'est-à-dire que si vous avez des jetons étendus, eh bien vous pouvez tout lancer directement dans Abacus CAE. Vous avez au niveau des modules le module optimisation qui va contenir un certain nombre d'icônes spécifiques à la mise en données pour Tosca. Donc vous voyez ici les différentes optimisations structure, évidemment, puisqu'on ne peut pas lancer de l'optimisation fluide si on n'a pas un logiciel de mécanique des fluides, et Abacus n'en est pas un. Et donc, voilà, on va pouvoir lancer ces différentes optimisations avec objectifs, avec création des variables, objectifs, contraintes, restrictions géométriques, voilà, tout ça est inclus à l'intérieur. Vous pourrez lancer vos jobs exactement de la même façon que dans Abacus, faire l'analyse également dans Abacus. Donc, pour ceux qui sont déjà très familiers avec Abacus, eh bien, c'est vraiment une prise en main très rapide de Tosca et très conviviale. Un autre élément, c'est que Tosca, c'est aussi le solver d'optimisation topologique qui est utilisé dans le rôle Function Driven Generative Designer, c'est-à-dire GDE, qui permet de faire de la fabrication additive avec toutes ces nouvelles méthodes qui vous ont été présentés notamment lors du webinaire Conception générative et fabrication additive. Donc, je vous invite à aller voir le replay sur notre site si vous voulez plus d'informations sur ces méthodes-là. En conclusion, on voit bien que Tosca est un logiciel d'optimisation conceptuelle, mais qu'il présente plusieurs méthodes pour résoudre différentes problématiques, ce qui en fait une force importante. Alors, de la topologie, comme on l'a déjà dit, du BED, donc de l'estampage, ou de l'optimisation fluide pour les optimisations d'innovation, et les optimisations de maturation de concept, que sont le shape et le sizing. Il traite les non-linéarités, il est intégré dans Abacus. Donc voilà des points très forts qui peuvent vous permettre dès maintenant d'avancer sur ce point-là. Alors, on vous rappelle également que Keonis est là pour vous conseiller sur ces solutions, pour vous apporter du support, mais également pour vous former sur ces outils. Il existe un certain nombre de formations éventuellement adaptées à vos besoins, la formation de base à Tosca, la formation avancée pour les problèmes fortement non linéaires,
l'introduction à Tosca Fluid et éventuellement la formation AGDE si vous êtes utilisateur de la plateforme 3D Experience. Dans 15 jours, pas la semaine prochaine, on se retrouve pour un prochain rendez-vous sur le calcul en fatigue avec FISafe, qui est une autre solution du set des jetons étendus. Voilà, et maintenant je suis disponible si vous avez encore quelques questions avant d'aller manger. Voilà, je vous écoute. Alors, effectivement, on peut aussi utiliser Tosca avec d'autres solveurs qu'Abacus. Effectivement, ça apparaît pas dans la présentation, mais il s'utilise également avec Ansys, Ansa et Nastran, voilà, qui peuvent permettre de donner d'autres solutions sur ces outils. Alors, ça n'est pas apparent ici, mais effectivement, Tosca possède également sa propre interface graphique, hein, qui peut pour l'utiliser tout seul, et en plus de celle qui est présente dans Abacus. Au fur et à mesure des versions depuis 2016, il y a eu énormément d'améliorations. Et donc, si vous voulez utiliser Tosca, on vous recommande également fortement d'utiliser les dernières versions, dont le couplage est encore plus rapide et beaucoup plus efficace. Pas d'autres questions? Bah écoutez, je vais vous souhaiter bon appétit et vous dire à très bientôt pour un nouveau webinaire. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus d'informations sur ces outils, si vous voulez qu'on vous accompagne, qu'on vous forme. On est là pour ça. Au revoir et à très bientôt. Bonne journée.